Bonjour Najada Belkacem. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Ipsos Global Affaires. Vous êtes également enseignante à Sciences Po, responsable du programme Égalité Femmes-Hommes. Vous êtes également directrice de collection chez Fayard, la collection Raison de plus, du titre d'un de vos anciens ouvrages. Vous avez été la plus jeune ministre du gouvernement Ayrault, ministre des droits des femmes. Ensuite, vous avez ajouté comme portefeuille la ville, la jeunesse. Et vous avez été la première femme ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de la reproduction des élites, des moyens d'empêcher cette reproduction. Et un symbole est tombé, on ne sait pas encore ce qu'il va devenir, c'est l'ENA. L'ENA a été supprimée. Vous êtes diplômé de Sciences Po. Sciences Po a aussi changé son mode d'accès en supprimant le concours écrit. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces mouvements qui visent à changer la reproduction des élites? Est-ce que ça va marcher de supprimer l'ENA et de changer la façon de recruter à Sciences Po? Je ne sais pas s'il faut mettre les deux cas de figure dans le même sac parce que c'est un peu différent. C'est-à-dire que personnellement, j'ai accueilli avec énormément de scepticisme le discours public autour de l'ENA. Parce que je trouve qu'il y a une forme de démagogie à prétendre que c'est parce qu'une école existe que les postes sont accaparés par ceux qui en sortent à la fin au sommet de l'État, voire des entreprises publiques. Je pense que ce n'est pas parce que l'école existe, c'est parce qu'il se passe quelque chose ensuite qui est problématique. On pourra y revenir. Mais l'école en tant que telle, qu'elle ait vu le jour historiquement pour former des hauts fonctionnaires, et ce n'est pas un métier comme un autre, objectivement, il s'accompagne d'un certain nombre de contraintes, de sacerdoce, disons les choses, dans cette période où on dit beaucoup de mal des fonctionnaires. Je pense que c'est bien que cette école existe, je pense que c'est bien qu'elle soit accessible universellement sur concours, je pense que c'est bien de réfléchir au fait que peut-être ça manque de mixité sociale, mais que du coup il y a des réponses qui peuvent être apportées de diverses façons. Et que prétendre que la supprimer va régler le problème de l'homogénéité sociale au sommet de l'État est une tromperie sur marchandise, en fait. Donc ça m'a énervée. Vous auriez plaidé, quand vous étiez ministre, plutôt pour une réforme, alors, Bien sûr, mais ça qu'on puisse réformer soit l'entrée, soit la sortie, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de questions aussi qui se posaient, qui se posent peut-être encore sur la sortie et les grands corps, y compris aussi sur la notation pendant la scolarité à l'ENA aussi. Ça, c'est des questions extrêmement légitimes, mais encore une fois, je pense qu'on a besoin d'un lieu spécifique pour former les hauts fonctionnaires, parce qu'il y a des valeurs, il y a des règles, des cadres qui sont spécifiques tout de même à ces métiers-là. En revanche, qu'on se demande si c'est bien normal que certaines grandes écoles, parce qu'on parle beaucoup de l'ENA, mais on pourrait parler de Polytechnique ou d'autres, certaines grandes écoles accaparent quasiment tous les postes existants au sommet de l'État ou des entreprises publiques, ça c'est un vrai sujet. Mais ça, à la limite, ça se résout en revoyant les règles avec lesquelles on nomme les gens dans ces postes-là et en introduisant davantage de diversité de background académique. C'est pas si compliqué que ça. On a su le faire, je sais pas, par exemple, quand j'étais ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, on a su le faire dans les nominations de recteurs pour prévoir qu'une part des recteurs viennent d'un background différent que ceux qu'on avait l'habitude de nommer. Donc, je pense que quand on veut traiter sérieusement les sujets, il y a des réponses. Quand on veut simplement agiter devant l'opinion publique quelque chose sur lequel on va jeter l'opprobre, c'est extrêmement facile et plus rapide, mais à la fin, c'est délétère. Parce qu'en fait, il se recréera la même chose, ça portera un autre nom, l'opinion publique s'en détournera et ne se posera plus les vraies questions qu'il fallait se poser à son sujet. Et dans le cadre de Sciences Po, alors vous avez réussi le concours de Sciences Po, vous venez de dire que vous êtes attaché au concours de l'ENA. Est-ce que c'est une bonne chose de dire l'écrit, on ne sélectionne plus sur l'écrit mais sur l'oral? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un capital culturel et social qui transparaît à l'oral? Alors, s'agissant de Sciences Po, pour être franche, mon opinion n'est pas encore faite. Parce que, en fait, j'attends de comprendre ce qui a présidé à cette décision. J'avoue avoir une forme d'attachement pour cette école qui a quand même, ces dernières années, plutôt montré qu'elle était à l'avant-garde justement de la lutte contre les déterminismes sociaux dont on parle, que le contraire. Et donc je me dis qu'une décision comme celle-là qui vient d'elle, pour le coup on n'est pas du tout dans la démagogie d'un pouvoir politique qui chercherait à se refaire une santé. On est dans une réflexion assez longue qui a commencé
autour de ces conventions dites ZEP, dont on s'est rendu compte avec le temps, vous savez, cette voie d'accès particulière ouverte aux lycéens des quartiers difficiles, dont on s'est rendu compte avec le temps qu'en fait, cette voie d'accès était un peu contournée dans le sens où finalement, ce n'est pas des lycéens boursiers qui en profitaient, mais plutôt des lycéens de catégorie aisée qui finalement venaient dans les lycées s'inscrire parce que ça leur permettait d'avoir un accès direct à Sciences Po. Ce qui est une vraie réflexion, je veux dire, c'est d'ailleurs extrêmement symptomatique de ce qu'est l'action publique. À chaque fois qu'on croit bien faire, il y a des gens qui contournent, il y a des choses qu'il faut repenser. Donc je sais que la réflexion de Sciences Po qui conduit à cette histoire de suppression du concours d'entrée passe par cette analyse-là et aussi l'analyse de ce qui se passe avec les étudiants étrangers qui sont accueillis également sans concours. Et donc, une réflexion plus large sur ce qu'est une grande école comme Sciences Po, qui joue dans la cour des grands, avec des écoles au niveau mondial qui fonctionnent en effet sans ce concours. Donc, je crois que c'est plus complexe. Je pense qu'il faut se donner le temps de regarder ce que ça produit. Mais ça peut être intéressant malgré tout, même si je conçois qu'au premier abord, on se dise « Oh mon Dieu, mais si on remet en cause le concours, on n'aura plus d'outils justes et universels ». Il faut se laisser le temps là pour le coup. Alors vous parliez des déterminismes sociaux. Vous êtes vraiment un exemple assez exceptionnel de la façon de lutter contre les déterminismes sociaux, parce que le parcours que vous avez fait et que vous relatez dans votre livre « La vie a plus d'imagination que toi » en témoigne. Et vous écrivez notamment « L'ambition et la richesse des pauvres ». Est-ce que tous les pauvres peuvent avoir de l'ambition? Et est-ce qu'aujourd'hui, en France, le parcours que vous avez fait serait plus facile à commencer que lorsque vous l'avez commencé? Ou est-ce qu'il serait plus difficile? Je pense que des parcours comme les miens existent aujourd'hui encore et d'une certaine façon qu'ils ont toujours existé. Moi, c'est avec le temps, alors c'est une forme de maturité, mais il y a des tas de choses que je ne veux plus trop laisser dire sur ces sujets-là parce que je trouve que c'est un peu du bullshit en fait. Les histoires de mérite, j'y suis arrivée parce que je me suis donnée, j'ai fait tous les efforts, etc. Sous-entendu, si les autres n'y sont pas arrivés, c'est qu'ils n'ont pas fait les efforts qu'il fallait. En fait, ça m'agace au plus haut point. Moi, je pense qu'on est dans une société, alors vraiment, la France est loin d'être la lanterne rouge de l'ascension sociale. Il y a des ascensions sociales qui sont possibles en France, qui ne sont pas possibles ailleurs. Donc, cessons de nous autoflageller. Néanmoins, on peut toujours mieux faire et c'est bien de prendre le temps de se demander ce qui empêche qu'on fasse mieux. Et donc, quand on est aux responsabilités publiques, par exemple, en qualité de ministre de l'Éducation, puisque l'éducation est au cœur du système de l'ascension sociale, c'est évident que la question doit être centrale, de se demander comment lutter contre les déterminismes sociaux qui continuent de peser si lourd. Et dans l'éducation française, quand on se compare à d'autres, là, pour le coup, on est quand même un peu lanterne rouge, parce que quand vous prenez PISA, vous vous rendez compte que c'est chez nous que votre origine sociale compte le plus dans vos résultats scolaires et votre réussite ou échec scolaire. Donc là, pour le coup, le ministre de l'Éducation a une responsabilité majeure sur ce sujet-là. Quand on en fait un sujet central de réflexion, on se dit, bon, alors du coup, on sait ce qui se passe en gros. Bah oui, quand vous naissez en bas de l'échelle sociale, c'est pas que vous êtes plus mauvais qu'un autre, c'est que vous n'avez pas accès à un environnement culturel, social, de réflexion, d'analyse, etc., qui vous permettrait de donner du sens à vos apprentissages que vous effectuez à l'école et de comprendre ne serait-ce que l'intérêt de fournir des efforts et de ensuite bien s'orienter. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de faire une thèse. Et donc, à partir de là, comment on fait pour contrer ces phénomènes-là? Eh bien, l'éducation prioritaire et tout ce qui consiste à dire on va donner un peu plus à des quartiers vraiment relégués, ça ne suffit pas. C'est bien, faut pas, je ne dis pas qu'il faut remettre ça en question, mais ça ne suffira pas. C'est comme vider la mer avec une petite cuillère. Donc, en fait, c'est structurellement dans le système scolaire qu'il faut se poser la question de ce qui va permettre de mieux lutter contre ces déterminismes sociaux. Et moi, s'il fallait résumer, je dirais qu'il y a 3 sujets sur lesquels il faut évidemment se pencher. 1, il faut démocratiser ce qui fait la réussite. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend un élève qui, parce qu'il venait d'un background plus aisé, voilà, est au sommet, a fait des super études, etc., on regarde son parcours et on se dit, en fait, il a eu quoi? Il a eu accès à quoi qui lui a permis, malgré tout, quel que soit son mérite particulier, hein, mais de faire tout ça?
on se rend compte très souvent, ah tiens, il a fait un séjour à l'étranger, ah tiens, il a pris plusieurs langues vivantes étrangères, ah tiens, il a été régulièrement au musée, etc. C'est pas compliqué en fait. On reprend ça de façon méthodique et on se dit, bah, en fait, ça, il faut le démocratiser. Et c'est pour ça que quand j'étais ministre, je trouvais insupportable qu'on ne propose finalement d'une certaine façon les options, les filières un peu élitistes ou d'excellence qu'à certains élèves et pas aux autres, alors qu'on sait que c'est ça quand même qui ouvre vers la réussite. Bon, donc démocratiser ce qui fait la réussite et le faire sérieusement. Deuxièmement, la mixité sociale dans les établissements scolaires. Si vous vivez chacun avec que des gens qui vous ressemblent autour de vous dans votre école ou dans votre collège, sérieusement, comment voulez-vous être tiré vers le haut, voir d'autres horizons, si vous êtes en plus dans ces ghettos dans lesquels malheureusement tous les parents de vos amis sont au chômage comme les vôtres, comment voulez-vous, ne serait-ce que rêver d'être médecin Donc évidemment qu'il faut de la mixité sociale et scolaire. Quand je dis scolaire, ça veut dire aussi dans les classes, éviter les classes de niveau où vous mettez tous les bons entre eux. Il faut de l'hétérogénéité partout parce qu'en fait les gens s'enrichissent de cette hétérogénéité et il n'y a pas de nivellement par le bas à la créer, au contraire. Et puis le troisième sujet, il faut évidemment agir sur la pédagogie des enseignants. Enfin, je veux dire, il va de soi que quand vous avez des élèves qui partent d'un background assez faible, tout ce qui est enseignement implicite, où on ne vous explique pas vraiment ce qu'on attend de vous, c'est problématique. Tout ce qui est enseignement magistral, exclusivement magistral, vous savez, il y en a qui prônent encore ça, Finkielkraut et compagnie, dans lequel on lâche 80% de la classe qui ne comprend pas et en fait on ne s'occupe plus que des 20% qui ont compris, c'est problématique. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut absolument accepter de revoir. Donc, voilà, vous voyez que l'éducation prioritaire, ce n'est pas la seule réponse. Alors vous avez parlé de PISA, justement, vous aviez un satisfecit de l'OCDE qui fait le classement PISA sur votre réforme du collège qui était inspiré par les principes que vous venez de dire, qui n'a finalement pas été mis en œuvre. Finalement, pour vous, c'est un peu une amertume de voir que ça n'a pas été mis en œuvre ? Alors c'est marrant, parce que en fait avec l'éducation vous avez toujours des surprises quand même. Moi, j'ai à la fois adoré ce ministère et en même temps je porte maintenant un regard très lucide sur toute la complexité de ce ministère. Et donc j'en souris parce que je pense qu'au début vous vous dites voilà, si j'arrive à prendre tel texte, tel circulaire, tel décret, telle loi, ça va changer le système. Et en fait, en effet, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que quand même les maîtres sont les enseignants sont maîtres dans leur salle de classe et que la redescente, on va dire, sur le terrain se fait pas de façon si évidente, même quand une réforme n'est pas contestée, etc., qu'elle passe, aucun problème et tout ça. Ça vous garantit pas que le lendemain, c'est dans la salle de classe. Et à contrario, et c'est là que je souris, figurez-vous que le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire que, par exemple, la réforme du collège, qui a fait l'objet de contestations, de machins, etc., de passions diverses et variées, dont, y compris le ministre actuel, a donné le sentiment qu'il en détricotait les principaux aspects, etc. L'autre jour, je vais dans le futur collège de mes enfants, puisqu'ils passent en collège l'année prochaine, collège public bien sûr, et j'écoutais donc la présentation par le principal du collège de tout ce qu'il y avait dans le collège, etc. Quel bonheur en l'écoutant raconter l'interdisciplinarité, bien sûr, les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, qui sont la création de la réforme du collège, les travaux en petits groupes sur les matières fondamentales, en français, en maths, etc., qui sont exactement ce qu'avait créé la réforme du collège, la question de l'accès aux langues vivantes, etc., et l'éducation aux médias et à l'information, l'enseignement moral et civique, bref, la réforme du collège, de A à Z. Je me disais quand même c'est intéressant parce que pour le coup ça ne transparaît nulle part dans ce que la presse raconte généralement sur ces sujets, mais c'est aussi la réalité. Donc tout est plus complexe que ce qu'on veut bien croire. Et je crois qu'en fait, à la fin des fins, les enseignants, les équipes pédagogiques, qui sont quand même sincèrement pour l'immense majorité désireuses de faire réussir leurs élèves et tous leurs élèves, en fait, prennent ce qu'elles sentent utile, bienvenu, le mettent à leur sauce. Et en fait, ça fait quand même évoluer les choses sur le terrain plus qu'on ne croit.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces enjeux, Najat Vallaud-Belkacem. Merci à vous.